Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. On a l'impression, Francis, de tourner en rond et de revenir au même sujet, les chaînes d'approvisionnement, la fiabilité des transports au Canada, la réputation des ports, aéroports, chemins de fer au Canada. Mais on est encore là-dedans matin, là. Oui, en fait, comme tu l'as sûrement vu, Mario, là, les débardeurs du port de Montréal ont encore, j'aurais envie de dire, rejeté l'offre patronale. Puis je veux pas blâmer les débardeurs ici spécifiquement, mais c'est comme une histoire qui se répète là, ad nauseam au port de Montréal. Menace de grève au port. Puis avec des courtes conventions collectives de 2 ans, 3 ans. Fait que c'est toujours à refaire. Ils sont perpétuellement mécontents de leurs conditions de travail. C'est paradoxal, le métier de débardeur. Là, j'imagine que tu connais un peu ça, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est excessivement bien rémunéré. Là, on parle de salaire de 100... Moi, mais 6 chiffres plus, là, 125, 135. Il y a du temps supplémentaire. C'est très bien rémunéré. Sauf que t'as aucune prévisibilité. On t'appelle des fois à 4 heures du matin. Il faut que tu rentres. Tu sais jamais. Tu peux travailler le week-end. Il y a aucune prévisibilité. Et c'est là-dessus là, qui là-dessus, le nombre de vacances, là, plein d'éléments autour de ça. Mais quelqu'un comme moi, de mauvaise foi, là, pourrait plaider que ton travail, ça vaut 85 000 par année. Oui. Et la raison pourquoi tu en gagnes... 20-30 000 de plus. De 85 000 à 125 000, le 50 % de plus, c'est pour te compenser pour cette imprévisibilité. Ce sont effectivement des métiers qui exigent pas de longues études, hein, Mario? Donc, c'est un système, puis ça va... Grosse responsabilité, je comprends. Oui, puis stressant. Une habileté à manutentionner. Absolument, là. Mais tu sais, faut pas faire les gens, ils commencent pas à travailler à 30 ans après un doctorat, là, comme débardeur. Puis d'ailleurs, il y avait eu... tu te rappelleras peut-être là, tout un sujet sur le fait qu'en fait, il y avait un système interne là, où on mettait des membres de la famille sur la liste, en fait, pour se recruter. Parce qu'évidemment, des jobs comme ça, payer 135 000 $ avec un secondaire 3, il y en a pas énormément dans l'économie actuelle. Donc, il y a des gens qui carrément inscrivaient leur bébé, des travailleurs qui inscrivaient leur bébé sur la liste, de sorte que dans 18 ans, ils seraient rendus au sommet. Bref, fait que c'est un milieu un peu particulier. Oh là là. Moi, comme économiste, je veux pas me mêler nécessairement du conflit de travail, Mario, mais j'ai quand même espoir, là, je sais pas si c'est naïf, mais qu'autant la partie patronale, qu'autant les gouvernements, qu'autant que tous les gens qui sont impliqués dans ce dossier-là vont trouver une façon qu'on soit pas dans une espèce de mélodrame comme ça à tous les 2 ans, à tous les 3 ans. C'est un actif. C'est parce que tu dis mélodrame à tous les 2-3 ans, mais c'est parce que si tu additionnes le port, les chemins de fer, là, finalement, tu es en mélodrame à tous les 6 mois. À tous les 6 mois au Canada, tu sais pas si les transports vont être fiables. Exactement. Puis ça a une conséquence directe là, sur la productivité du pays. Là. C'est sûr que si tu sais pas si tu vas avoir tes marchandises, si tu sais pas si tu vas pouvoir avoir tes intrants pour fabriquer tes voitures, tes patentes à gosse, à un moment donné, tu vas faire des stocks ou ben tu vas être en rupture de stock, tu vas mettre des gens à pied temporairement. Une économie peut pas fonctionner dans ces circonstances-là. Ce sont des actifs hautement stratégiques. Il faudrait, puis encore une fois, là, sans me mêler des conditions de travail, il faut trouver une façon qu'on soit pas perpétuellement dans cette espèce de petite chicane médiocre qui tient l'économie entière en otage. Puis on pourrait conclure en disant que si on était aussi, si toi, tu nommais directeur du port d'Halifax ou directeur général du port de New York, puis que tu voulais attirer des nouveaux clients, tu leur disais, mais le Montréal, tu veux-tu vraiment aller au port de Montréal? Parce que c'est ça aussi, c'est la réputation face à tes concurrents. Là. Et c'est ce qui se passe. Dans les faits, Mario, là, d'autres ports tirent parti de la dysfonction du port de Montréal en disant, nous sommes fiables. Il y a des conflits de travail dans d'autres ports, mais tu sais, à Los Angeles, c'est une fois aux 10 ou 15 ans. T'sais. Fait que, puis bon, c'est évidemment inévitable peut-être, mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on donne un petit peu plus de fiabilité à nos partenaires. Qu'est-ce que Cinéplex a fait de mal? De mal, écoute, je sais pas quoi en penser, Mario. Ce qu'ils ont fait de mal, c'est il y a 2 ans, ils ont commencé sur la billetterie en ligne à implanter un tarif qui arrive en toute fin de transaction de 1,50 $ par billet. C'est pas grand chose. Un frais de transaction. Bon, est-ce que ça leur coûte 1,50 $ pour 3 électrons et quart puis une plateforme? Certainement pas. Mais surtout, ça arrive à la fin. Puis moi, comme économiste, je dis, tu sais, le prix, là, c'est comme sacro-saint. Tu sais, on en a déjà parlé. Moi, j'ai toujours dit, là, puis bon, les entrepreneurs m'aimeront pas trop, mais pour moi, l'idéal, là, ça serait que la taxe, le pourboire, tu sais, dis-moi le prix, là. Mon steak, il est 34,50, puis c'est ça que je te donne, puis ça inclut
tout ce que tu veux, Oui, mais okay. dis-moi combien ça coûte. Et mais donc là, Cinéplex, il affichait quand même que tu allais payer un frais de transaction. Tardivement, puis le prix exactement. Étape, et donc, finalement, tu te fais targeter sur Facebook, tu reçois des publicités, le billet est à promotion à 16,50, puis là, soudainement, non, il y a 1,50 de plus. Comme je te dis, c'est pas tellement grave 1,50, mais le fait que toi puis moi puis des millions de personnes l'aient payé, ça fait en sorte que Cinéplex a engendré des profits, des surprofits. Et c'est qui les a pincés? Le tribunal de la concurrence, en fait, Mario, a rendu, et puis c'est un jugement, j'aurais envie de qualifier d'historique. En fait, c'est la première fois qu'ils sévissent pour quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un peu induit leurs clients en erreur, dans le fond, et ils ont donc condamné Cinéplex à payer 39,6 millions de dollars, 40 millions de dollars en amende, qui va être pas redonné aux clients, qui va être redonné à l'État. Ça, je trouve non, M. Trudeau. M. Trudeau en a besoin. Cruellement besoin. mais tout ça pour dire, donc, et là, tu sais, Mario, bon, Cinéplex, c'est une chose, mais là, on l'a vu avec Ticketmaster, Live Nation aux États-Unis, il y a évidemment des recours collectifs qui ont été déposés, intentés. Il y a cette histoire d'un monsieur qui était membre d'un fan club, là, de Kiss, là, en l'occurrence, et qui s'est fait charger les frais. Est-ce qu'on peut monter le son, s'il vous plaît? Mario aimerait nous faire une performance oratoire. J'ai pas les cheveux mais le maquillage. Ça vaut rien. Il s'est fait charger un frais d'adhésion au fan club alors qu'il était déjà membre du fan club. Donc, Ticketmaster a prélevé comme 84 $ en plus du prix des tickets. Mais c'était pas une pièce et demie. Non, c'était un gros frais. Puis là, tu sais, on dit Ticketmaster, Live Nation font ça. C'est pareil partout, Mario. J'ai fait une vacance, moi, en début d'année, en janvier, en Floride. Je suis allé dans un hôtel correct. Et au sortir de l'hôtel, après 4 nuits, on m'a dit qu'il y avait un resort fee, mais c'était pas un resort, là, c'était un hôtel sur le bord de la rue, il y avait pas de piscine, il y avait pas de gym, mais il y avait un resort fee de 50 $ US par jour. Ben fait que là, tu sais, j'avais payé peut-être 1 000 $ pour mes 4 nuitées, mettons, tu sais, c'était. Puis on me rajoute 200-300 $ canadiens de surprise, puis là, tu t'en vas, tu vas faire quoi, tu vas-tu partir en courant? Je l'ai payé, mais je leur ai fait une révision sur le web qui était assez négative. Bref, tout ça pour dire, l'administration Biden essaie de s'en prendre à ces frais-là, et je pense qu'il y aurait de la place au Canada, au Québec, pour qu'on s'attaque à ça de manière juridique également. Rapport de l'OCDE sur la fiscalité des pays riches. Bizarre, ça va faire plaisir à nos amis de Québec solidaire, en tout cas, puis il me semble que dans ma tête, l'OCDE, qui est comme un organisme un peu, snob, parisien, monsieur en cravate et tout ça, qui est pas tout à fait la gauche du plateau Mont-Royal, mais tout ça pour dire qu'ils ont publié un rapport sur la fiscalité dans les pays de l'OCDE. On rappelle que c'est un club des pays riches là dans le monde, et ils constatent en fait que la dette publique en proportion du PIB est passée de 73% en 2007 à 113% l'année dernière. Donc les pays sont beaucoup plus endettés. Puis là, c'est en moyenne. Là, on regarde souvent le Canada et tout, mais là, ils ont regardé tous les pays de l'OCDE. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on se dirige pas dans la bonne direction. À chaque année, les pays engendrent des déficits. À mon avis, le Canada a fait sa part pour faire monter le pourcentage. Ouais, étonnamment, on est en bas de cette moyenne-là. Oui, on est en bas de la moyenne encore, parce qu'on était très bas avant, mais Justin Trudeau a doublé la dette depuis qu'il est au pouvoir. Ça, là-dessus. Mais donc là, on s'en va pas dans la bonne direction et les États sont comme complètement dépendants au déficit depuis la pandémie. Ils semblent pas être capables de ramener les dépenses publiques. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on devrait mettre en place des mesures. Et donc, une des mesures là qui avait été dans les taxes oranges, les fameuses taxes oranges aux dernières élections, une taxe un impôt sur le patrimoine, hein, combien tu vaux là, la valeur nette de ta maison, ton chalet, tes voitures, puis évidemment les gens très riches là qui ont des placements et toutes sortes de choses, tu devrais payer un petit impôt chaque année sur le total de la valeur. Fait que si ta valeur c'est 2 millions, tu vas payer, je sais pas moi. Parce qu'en fiscalité, on va toujours te dire que c'est totalement ridicule dans le sens que t'as payé ta maison, à moins que tu sois un voleur, avec un de l'argent après impôt. T'as payé ta maison avec de l'argent après impôt. T'as payé tes hypothèques avec de l'argent après impôt. Donc, c'est que tu repayes toujours sur le même argent. Oui, tout à fait. Mais si tu fais, mettons, tu dis des placements en bourse, mais si tu fais, mettons, une plus-value ou des dividendes ou des intérêts, tu as un placement à 4% d'intérêt, tu payes de l'impôt sur tes intérêts. Mm-hmm. Mais l'argent, le placement lui-même, si tu es honnête, là, c'est de l'argent sur lequel tu as déjà payé l'impôt. 100%. Là où je suis un peu ambivalent, Mario, puis là, c'est toute la question du seuil. Puis moi, je pense où Québec solidaire faisait gravement erreur, c'était de dire les ultra-riches dont la valeur était supérieure à 1 million de $. Là, puis c'était comme, ces gens-là sont
complètement déconnectés, malheureusement. Vaut plus que ça. Mais je pense que la question du seuil, mais je serais pas, moi, totalement défavorable à ce que quelqu'un qui a 5 millions ou 10 millions de valeur, tu sais, si tu as 10 millions de valeur nette, Mario, est-ce qu'une charge d'impôt de 10 000 $ par année va t'empêcher de dormir? Non. Puis, non, sauf que là, tu vas ramasser du change avec ça. Ouais, mais 100 millions, tu sais, il y a des milliardaires dans la société dans laquelle on vit, donc ça pourrait... Puis en France, il y avait à une époque l'ISF, l'impôt sur la fortune. Monsieur Macron l'a enlevé, cet impôt-là. Ça semble pas aller dans la bonne direction. Dernière chose... Il l'a enlevé parce qu'il y a certaines grandes fortunes qui avaient quitté la France. Ben, c'est ça, les gens avaient sorti leur argent du pays carrément. Plus tu fiscalises les riches, plus ils sont mobiles. Dernière chose, dans le rapport de l'OCDE, des taxes environnementales sont vues comme une bonne chose. Et donc là, on joue un petit peu dans la talle canadienne entre M. Trudeau et M. Poilievre, évidemment. Donc, il y a peut-être quelque chose à explorer davantage, Mario. Merci, Francis. Ça fait plaisir. À demain. Débat, opinion et analyse. Cube.